Comment vous regardez le monde d'aujourd'hui? Quelle est votre analyse? Tout à l'heure sur l'actualité, on a parlé des licenciements. Très vite comme ça là RVI, Très vite comme ça oui. Ben, je vais vous dire, j'ai honte du monde que je vais laisser à mes petits-enfants. Aujourd'hui, c'est la réflexion, oui. c'est pas du tout positif. Oui, non, pas du tout, non. C'est même entièrement négatif. Je me rappelle mes souvenirs d'enfance, quand j'étais môme, mon instituteur, alors que bon, je suis un gosse de la laïque, hein, j'étais un cul rouge, qui savait quand même d'un dogme de l'église pour nous dire il te faudra gagner ton pain à la sueur de ton front, mais il ajoutait toujours, mais bientôt, un jour le progrès viendra libérer l'homme de toutes les tâches ingrates et tout ça. Le progrès, il est arrivé pour les virer, les hommes. Aujourd'hui, on peut jeter du blé sur cette table et avec les techniques qu'on possède, on fait pousser le blé. Il y a des gens qui ont faim dans ce pays alors qu'on jette du manger, et je vais laisser ce monde-là à mes petits-enfants, oui, j'ai honte. Dans un monde où on sait faire qu'il y a encore des gens qui ont faim, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais j'ai eu des discussions, une fois dans le train, par hasard, il se trouve que j'ai discuté avec deux personnes qui étaient des économistes, et quand je leur ai parlé de cette espèce de spirale infernale du progrès qui n'étant pas partagé, nous amenait obligatoirement à débaucher, malgré tous les termes et nouveaux termes de vocabulaire qu'ils emploient pour ne jamais dire qu'ils débauchent, m'ont dit également à la fin, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je dis, mais c'est ton boulot, pas le mien. C'est lui qui se prétend économiste, c'est lui qui prétend diriger la cité. Moi, je n'ai jamais demandé les suffrages de mes concitoyens. Il y a des gens qui prétendent pouvoir diriger la cité, alors qu'ils le fassent. Quand vous dites ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit que vous êtes un révolté. Mais merde, il y a de quoi être révolté, non? Des gens ont faim dans un pays, dans un monde même où on sait tout faire. On réunit la plus formidable armada du monde en quelques semaines pour la guerre du Golfe. 8 jours après, il y a une épidémie de choléra qui commence au Pérou. On n'arrive pas à trouver un B-52, le remplir de vaccins pour arrêter cette épidémie. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Oui, je suis écœuré, oui, je suis révolté. Et parmi les choses positives, est-ce qu'il y a des choses positives? Est-ce qu'il y a des choses qui... Ce qui est positif, c'est le progrès. Ce qui n'est pas positif, c'est qu'il est mal partagé. Évidemment que je suis pour le progrès. Mais ce B-52 qui a été fabriqué pour lancer des bombes, si on y avait mis des vaccins, hein, en quelques heures, il est au Pérou, on arrête l'épidémie, alors que l'épidémie continue toujours. Mais évidemment, ils n'ont pas les moyens d'acheter les vaccins. Alors, on préfère jeter plutôt que de casser le marché, comme ils disent. Mais qui sont-ils? Ils se sont tellement mis au bord du trou, maintenant ce sont des structures. Parce que j'imagine que vous aimez dialoguer avec ces gens-là, vous voulez faire avancer. C'est pas être révolté pour être révolté. Mais à partir du moment où ils ne veulent pas toucher aux structures, au sacré saint vaudou du pognon, parce que tout le problème, il est là. Il y a une équation qui disait le temps, c'est de l'argent. On a toujours privilégié l'argent par rapport au temps. Alors qu'est-ce qui est plus important que le temps de vie? Pour un être humain, qu'est-ce qui est plus important que le temps de vie? L'oseille, c'est plus important. J'ai jamais vu un coffre-fort sur un corbillard. Alors, et c'est ça qui est le roi, qui domine tout. Des gens ont faim simplement parce qu'ils n'ont pas pour acheter. Il y en a plein les vitrines, il y en a plein les silos. Est-ce que sur la scène, vous avez un dialogue avec les spectateurs? Non, je suis pas. Non. Je veux dire, je ne suis ni je suis pas un prêcheur. Là, vous me posez une question à Lénie Escudero, je suis un citoyen comme les autres aussi. Bon, alors je dis, vous me demandez ce que je pense de ce monde. C'est un monde de merde. Voilà. On pourrait tout faire, on a tout, absolument tout, et des gens ont faim, je trouve ça absolument insupportable. Mourir de faim ou mourir malade, Salomé Saké. Des heures d'attente dans l'espoir d'obtenir quelques denrées. Partout sur la planète, les soupes populaires et banques alimentaires accueillent de plus en plus de monde, comme ici au Royaume-Uni, où ce centre d'exposition a été réquisitionné. Le confinement a provoqué un choc social gigantesque qui touche des millions de personnes. Ceux qui vivaient sans réserve financière ont basculé en même temps dans la pauvreté. Pour ces habitants de la banlieue de Miami, la situation est dramatique. Ils ont perdu leur travail du jour au lendemain, comme 26 millions d'Américains, un chiffre historique. La situation est encore plus préoccupante dans les pays du Sud. En Thaïlande, où l'économie est basée sur le tourisme, les conséquences sont désastreuses. Ceux qui n'ont pas perdu leur travail dérogent massivement aux règles du confinement pour gagner de quoi survivre. En Afrique, la famine menace. Le continent, déjà en proie à des difficultés économiques et sociales majeures, ressortira considérablement affaibli par cette crise. About 25 million additional people will fall into poverty in Africa. La question qui se pose est bien sûr celle de la réponse des États. Le professeur Michael Marmot rappelle que l'austérité raccourcit l'espérance de vie. We should address not just the conflagration of a pandemic, but the slow burning injustice of persistent health inequalities. And that means spending where the money is needed. Le bilan dramatique des conséquences sociales du confinement ne constitue pas pour autant un argument pour y renoncer. Sans les mesures draconiennes, l'Imperial College London rappelle que la pandémie aurait pu faire 40 millions de morts. On en vient aux chiffres.
Ce n'est pas une scène du Saturday Night Live. Ces types sont en train de parler sans savoir qu'un micro enregistre. Tu peux enlever ton masque, Doug. Le taux de mortalité est entre 0,1 et 0,3% selon une étude de l'USC. Vraiment? Ben, c'est rassurant. Tout le monde ici a été vacciné de toute façon. L'USC de la santé publique du comté de LA a sorti une étude qui a dénombré 7000 cas en Californie. Mais ils croient vraiment que le nombre de gens infectés se situe n'importe où entre 221 000 et 442 000. Vraiment? Donc ça donne un ratio de 0,1 à 0,3%. Ouais. Cette étude est récente? Ouais, elle vient juste de sortir. Donc elle suggère que ce genre de ratio de cas de mortalité est l'équivalent de celui de la grippe. Exactement. Vous avez entendu? C'est l'équivalent de celui de la grippe. Ben oui, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce que nous nous efforçons à dire depuis le début. Jamais aucune économie n'a été fermée à cause de la grippe saisonnière. Pourquoi le ferait-on pour le Covid-19? Nous vous avons prouvé à maintes reprises par des infos issues de leurs propres documents et discours hypocrites que le Covid-19 est très loin d'être aussi mortel qu'ils le disent. Donc c'était un hoax? Non, je ne pense pas que c'était un hoax. Et une conclusion logique pour un individu modérément intelligent, rationnel et sain. Donc ce que vous me dites, que l'OMS a d'abord annoncé un taux de mortalité de 3,4%, puis Anthony Fauci est arrivé et l'a ramené à 1% en disant que c'était 10 fois plus que la grippe. Et là maintenant, ok, d'accord, en fait, c'est réellement entre 0,1 et 0,3%, identique à la grippe saisonnière. Un individu rationnel et sain arriverait à cette conclusion. Oh, donc la narration officielle est un hoax. Ce type a raison d'en arriver à cette conclusion. C'est la plus naturelle. Repassons-le. Donc c'était un hoax? Non, je ne pense pas que c'était un hoax. On a juste bloqué l'économie. Détruit des vies. On harasse la classe moyenne. Les banquiers s'éclatent sur le marché des pensions. C'était un hoax. Ces gens sont malades. Et ils sont tous dans l'affaire. Ne les laissez pas s'en sortir. Ces journalopes des fake medias mainstream sont de mèche avec les officiels du gouvernement. Et nous égardent, nous les Américains, et tout le reste du monde. Et ils finissent par en rire. Quel à propos. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez si vous voulez que je fasse un supplément de commentaires sur celle-ci, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire. Merci de me le faire savoir dans la section commentaires ci-dessous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo en shadow banning et fortement censurée. On a compris que cela énerve grandement, et si vous ne l'êtes pas, alors prenez votre pouls.
Yeah. And that is a great way to pursue their goal. And I guess I got to ask you this: how come things are moving a little bit faster in America now? I remember back in the '80s when I was confronted with this. When I came back home, I didn't really see this kind of New World Order movement, all this different symbolism that you see now. What is going on, just for our listeners, right now? Why are things stepped up since 9/11? I believe it's because they can see the fulfillment of their goal of. See, I'm going to sound very cynical now, and okay. Please forgive me for this, but see, their goal is to rule the world, and personally, I believe that they do. It's just not open yet. Mm-hmm. And they see now preparing people for when they disclose it themselves openly. Does that mean that they can't be stopped? I believe they could. I believe they'd take a miracle because of the amount of infiltration I've seen at all levels of society and the world. These people and women have a lot of money. They have a lot of influence. And your average person has no idea of how much that is going on behind the scenes that no one understands. But with that said, so basically, I mean, I think that they're already there. They just aren't open. These people just don't know where they're going. If they did, I think the average person would be horrified to know how much is going on behind the scenes that people really don't know. Yeah, and the point of this interview, I had two goals in this interview. But I don't want to sound despairing because I'm also a strong Christian. I have faith in God, and I believe that through prayer and through people knowing that, I mean, I would like them to be stopped. I just don't know at this point, how do you take on the financial institutions of the world, the major oil enterprises of the world? You know, that's the question. Yeah, it's a difficult question. Now, you're in the mid-level of this group. You worked your way up to a head trainer, correct? Yeah. Now, what did you learn? Before we get into the specifics, you outline in some of your writings the big money-making, the ways this group makes its money. Can you go over and outline some of those methods? Again, if you can think of an illegal activity, they're probably involved at some point. Maybe not overtly at the point of where the actual money is first changing hands. But when you have child pornography, prostitution, white slavery, gun running, gambling, then at some point where the money is changing hands, buffered by about 4 layers of people, there's going to be probably someone from the Illuminati involved at that point. These guys have their fingers in everything. Now, go ahead. But they also use legitimate means. They launder their money. I mean, when you have a lot of money, you have to do something with it. And so what these men don't come in and say, "Hi, I'm a member of the Illuminati, and I want to, run your bank." But what they'll do is they'll quietly come in and become a quiet investor, start buying up shares. And over a period of maybe almost a lifetime, they will get a controlling interest in the bank. Or else become a very, and maybe in their son's lifetime, because that's the other thing about Illuminati. The Illuminati do not see it as it must happen now in my lifetime. These people have goals that last for a century or 2 centuries. They're very, very patient. And that's why the specific training of the children is so important, correct? Yes. It's to teach you patience. Everyone knows growing up in the group, they know that we may not see the coming order disclosed or open or revealed in our lifetime, but our children or our grandchildren may. So they will spend their entire life trying to bring about the goals of the organization. En 1913, John Rockefeller, patron du trust pétrolier Standard Oil Company, crée la fondation soi-disant philanthropique Rockefeller. Il va organiser, grâce à cette fondation, le contrôle stratégique du secteur de la santé aux États-Unis. Les dons de la fondation Rockefeller supportent exclusivement des écoles médicales et des hôpitaux. Ces institutions sont devenues les missionnaires d'une nouvelle race d'entreprises, les fabricants de médicaments synthétiques brevetés. Les vitamines et autres micronutriments rendent impossible le développement de toute activité commerciale basée sur les médicaments brevetés. En effet, les produits d'origine naturelle ne peuvent être brevetés. Ils sont donc totalement ouverts à la concurrence. L'élimination de la concurrence indésirable des micronutriments naturels
devient donc une question de vie ou de mort pour le commerce pharmaceutique dès la fin de la Première Guerre mondiale. La Fondation Rockefeller profite de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 et utilise les médias pour lancer une chasse aux sorcières contre tous les médicaments qui échappent à ses brevets. Au cours des 15 prochaines années, toutes les écoles médicales des États-Unis et la plupart des hôpitaux deviennent des pions sur l'échiquier stratégique de Rockefeller pour mettre l'ensemble du secteur de la santé sous le monopole de ces entreprises pharmaceutiques. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, un premier cartel chimico-pharmaceutique est créé pour s'opposer à la conquête du marché mondial des médicaments par le seul Rockefeller. Dirigé par les multinationales allemandes Bayer, BASF et Hoechst, le cartel IG Farben est créé. Le cartel IG Farben, tout aussi insatiable, apportera son soutien à un politicien allemand qui leur promet de conquérir le monde par la force des armes. Grâce aux millions de dollars investis en campagne électorale, ce politicien prend le pouvoir en Allemagne, transforme la démocratie allemande en dictature et tiendra sa promesse de lancer une guerre de conquête. Dans chaque pays envahi par l'armée d'Hitler, les premières actions consistent à piller les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques et à les intégrer gratuitement à l'empire IG Farben. IG Farben teste ces substances pharmaceutiques brevetées sur les prisonniers des camps de concentration. Les paiements de ces études inhumaines sont directement transférés des comptes bancaires de Bayer, Hoechst et BASF sur les comptes bancaires de la SS, organisation militaire responsable des camps de concentration. À la fin de la guerre, les actions industrielles de IG Farben sont absorbées par le trust Rockefeller, Rothschild et JP Morgan. Le tribunal de Nuremberg a jugé 24 directeurs de Bayer, BASF et Hoechst, et d'autres responsables du cartel IG Farben, pour crimes contre l'humanité. En 1944, Nelson Rockefeller faisait déjà partie de la direction exécutive du gouvernement américain. Débutant comme sous-secrétaire d'État, il est devenu en quelques années conseiller spécial du président Truman pour les affaires spéciales. Nelson Rockefeller s'est assuré que les vrais coupables ne seraient pas pendus. En effet, il avait alors besoin d'eux. Après seulement quelques années, les directeurs d'IG Farben, jugés à Nuremberg, sortent de prison et retrouvent leur position précédente pour gérer les intérêts des nouveaux propriétaires, les Rockefeller. Rockefeller a aussi aidé à la création de l'OMS, en la finançant dès le début via sa fondation. L'Office mondial de la santé est un organisme largement influencé par le cartel pharmaceutique. Son objectif principal est de développer l'industrie du médicament à travers le monde et de protéger les intérêts des grands groupes pharmaceutiques. L'industrie du pétrole mise à part, le business de la maladie fait plus de profit que n'importe quelle autre industrie sur Terre. En fait, il est plus rentable que l'automobile, la chimie et l'aviation confondues. Il faut plusieurs millions d'euros pour financer les études permettant la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Mais aucune entreprise pharmaceutique ne financera l'étude sur des produits naturels non brevetables. Autrement dit, s'il existait un remède naturel contre le cancer, aucune entreprise pharmaceutique n'en ferait la promotion. D'ailleurs, si un remède simple contre le cancer existait, ce serait une catastrophe économique pour le cartel pharmaceutique. Et le pouvoir de lobbying du cartel pharmaceutique est extrêmement important. Nous pouvons donner quelques exemples. En 2005, le gouvernement américain débloque un budget de 1,5 milliard de dollars pour l'achat de 20 millions de doses de Tamiflu pour lutter contre l'épidémie imminente de grippe aviaire. Donald Rumsfeld, alors membre du gouvernement, est l'ex-PDG de la société fabriquant le Tamiflu. Cette grippe aviaire ne fera aucun mort aux USA. Le Tamiflu, par exemple, bon, tout le monde sait que ça a été un bid terrible. Lorsqu'il a été préparé, lorsqu'il y a eu le dossier lourd... Un bid terrible dans quelles circonstances, voilà. Bon, ça a été un médicament qui a été développé dans l'indication de la grippe. Bon, tout le monde sait qu'il n'est pas très efficace, qu'il peut être extrêmement toxique, et ça. Bon, et aujourd'hui, alors que, compte tenu de toutes les études qu'on a faites, dans les indications normales, on a vraiment des certitudes extrêmement faibles de bons rapports bénéfices-risques, et c'est pareil pour le vaccin contre la grippe, on pourrait développer. On nous dit, sur ce virus que personne connaît, sur ce virus qui est tellement effrayant parce qu'on ne connaît pas, on dit, le Tamiflu, ça marche. Mais c'est ahurissant. Mais attendez, un médecin vous prescrit du Tamiflu pour votre grippe, vous ne le prenez pas, vous le jetez direct à la poubelle. Et puis je ne vais pas l'acheter parce que j'ai quand même pitié des finances de la Sécu. C'est une honte.
Et je pèse même que c'est une honte. On vit quand même dans une situation de dilapidation des fonds publics qui est grave. Un moyen communément admis pour être efficace afin d'éliminer une maladie est la vaccination. En mai 2009, l'OMS, probablement sous l'impulsion du cartel pharmaceutique, a changé la définition officielle d'une pandémie. Elle est passée d'une définition logique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale avec un taux de mortalité élevé, à une définition illogique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale. N'importe quelle grippe saisonnière est donc une pandémie. Cependant, nous n'entendrons parler que de la grippe A. Sur 6 millions de personnes convoquées dans le cadre de cette campagne de vaccination, 1 million de Français se sont déjà fait vacciner. Ce sont des Français qui ont compris l'importance de se vacciner pour soi et l'importance de se vacciner pour protéger les autres. Et vous avez eu raison de signaler les formes extrêmement graves que peut revêtir cette épidémie de grippe A. Il y a par exemple 10 décès supplémentaires qui ont été enregistrés avec ces formes graves lors du dernier week-end. Alors cette campagne de vaccination s'est mise en place. C'est la plus grande opération de santé publique qui a été menée dans notre pays. Alors Marc Girard, est-ce qu'on cède à la panique ? Alors écoutez, avant de venir, j'avais un mot qui me traînait dans la tête, c'était circonvenir. Circonvenir, et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un mot comme ça? On se reporte au grand Robert. Alors, circonvenir, c'est agir sur quelqu'un avec ruse et artifice pour parvenir à ses fins, obtenir ce qu'on souhaite, par contre. Et le premier exemple donné par le Robert, c'est circonvenir ses juges. Et les renvoie, c'est tromper, abuser, emberlificoter, embobiner, emmitonner, endormir, entortiller. Alors j'espère que les auditeurs francophones me seront reconnaissants de cette petite leçon de français. Alors, ma remarque est simple, c'est que on cherche à circonvenir les juges. Alors, on verra peut-être qui ça peut être. Alors, quel est le but? Le but, il est là comme ailleurs, comme avec l'école, etc., d'entretenir une espèce de climat de dramatisation extravagant, crédibilisant une menace terrible. J'aurais écouté la télé depuis 2 ans, je me serais fait vacciner 45 fois, grippe A, grippe X, grippe H1N1, des milliards de morts. Je vous rappelle que c'était sur vos chaînes. C'est un autre procès. Oui, mais c'était sur vos chaînes que vous l'annonciez, je suis désolé. Les gens, et c'était seulement sur Internet, qu'il y avait l'affichage du CV de Bachelot, qui a fait un phénomène de revolving doors entre les lobbies pharmaceutiques et les postes ministériels. C'est-à-dire qu'ils travaillent 2 ans à tel poste et qu'ils reviennent et qu'ils se donnent des petits coups de pouce entre eux. En réalité, l'administration sanitaire nous donne l'exemple d'une violation quotidienne de la loi, et je vous en donne 2 exemples. Il y a une loi du Code de la santé publique de 2007 qui fait obligation à tout professionnel de santé qui s'exprime sur les ondes de faire état de ses liens d'intérêt. Cette loi est bafouée tous les jours. Tous les gens qu'on voit dire la grippe c'est très grave et ça, on connaît bien leurs liens d'intérêt. Bon, il le dit. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des liens entre les laboratoires pharmaceutiques, bien entendu, et que ça arrange les labos pharmaceutiques. Bien entendu. Et à côté de quoi, d'autres mesures dont l'intérêt financier va beaucoup plus de soi, comme les vaccinations, une vaccination obligatoire. On ne va pas chipoter sur une vaccination obligatoire, sur une obligation de vaccination, si on en est au pays des droits de l'homme à contester des droits de la défense fondamentaux. Alors là, je dis aux magistrats, donc pour vous, très clairement, c'était des mesures liberticides. Pour le dire en français clair et sans le grand Robert, c'est du n'importe quoi selon vous. Il ne faut pas en arriver à ces extrêmes-là. Bien entendu. En cas de pandémie ou pas, il ne faut pas en arriver à cet extrême-là. Mais la grippe, c'est une pandémie tous les ans. On est en train de chipoter sur les mots. Alors, puis-je rappeler quand même que je suis co-auteur d'un des grands dictionnaires de médecine français qui est le dictionnaire Flammarion. Pandémie, c'est un terme très vague pour dire une épidémie qui s'étend à beaucoup de pays. C'est tout. C'est pas la peine de chipoter. La grippe, par définition, en quelque sorte, c'est une pandémie. Tous les indicateurs objectivement interprétés laissent penser que cette grippe-là
elle est moins grave que les grippes saisonnières. Et je l'ai appris hier soir assez dans l'air en discutant avec un alarmiste en face de moi, elle est probablement moins fréquente. Alors pourquoi on nous emmerde, pour le dire en français clair ? Cette grippe-là, elle est moins dangereuse. Bon, si on s'en tient par exemple aux chiffres de l'Institut de veille sanitaire, pour chaque grippe saisonnière, on a entre 1500 et 500 décès. Mon voisin de droite a parlé tout à l'heure de l'Australie, nous avons les chiffres. Eux, ils ont terminé leur épidémie, donc ils peuvent faire des bilans. En Australie, si on rapporte, il y a à peu près le tiers de la population française, donc si c'était une grippe normale, on aurait compté entre 500 et 1700 décès. Eh bien, ils en ont eu, la saison est finie, 186.